à tous. Le 31 mai dernier, lors de notre conférence de presse, nous avions attiré l'attention de nos concitoyens sur les premières irrégularités et fraudes constatées après à peine quelques jours, en réalité, d'analyse de la liste électorale. Nous avions rappelé que notre travail n'était pas terminé et qu'il ne faisait que commencer. Aujourd'hui, notre travail est toujours loin d'être terminé, mais nous avons quand même bien avancé. Et il était pour nous important de vous faire le point sur toutes les irrégularités que nous avons détectées, ainsi que sur les éléments de fraude qu'on a pu relever. Aujourd'hui, nous allons aborder plus précisément 3 gros problèmes qui ont été décelés sur la liste électorale et qui ne font que démontrer finalement que cette liste n'est pas fiable et qu'elle n'est pas transparente et donc qu'elle ne reflète pas du tout, mais alors pas du tout, le corps électoral. Alors pourquoi on dit ça? Tout d'abord, nous avons décelé que plus de 2 millions d'électeurs figurent sur la liste électorale de façon totalement irrégulière. Pour être plus précis, il faut rappeler que l'article 7 du Code électoral demande, exige que la liste électorale comprenne un certain nombre d'éléments qui permettent d'identifier l'électeur. Ces informations sont notamment le nom et le prénom de l'électeur, sa date et son lieu de naissance, mais aussi le nom et le prénom de ses parents, la date et lieu de naissance de ses parents, sans compter sa photographie, et puis il y a un certain nombre d'autres éléments. Mais c'est à partir de tous ces éléments que la CEI peut attribuer un numéro unique d'enregistrement. Nous a été souvent répété la notion du numéro unique d'enregistrement. Et ce numéro unique d'enregistrement qui est présenté par la CEI est censé permettre d'individualiser l'électeur. C'est-à-dire qu'on puisse, avec ce numéro, être sûr qu'il s'agit d'un seul et unique électeur. Et donc, il faut réunir un certain nombre d'informations pour pouvoir l'identifier. Parmi ces informations, comme je l'ai indiqué, il y a toute sa filiation, à savoir les noms, prénoms de ses parents, date et lieu de naissance de ses parents, etc. C'est pour toutes ces raisons que l'article 7 l'article 7 du Code électoral exige que toutes ces informations soient réunies et figurent sur la liste électorale. Pour tous ceux qui ont pu vérifier la présence de leur nom sur la liste électorale et qui donc se sont rendus dans les lieux de vote, vous avez pu voir effectivement que ces informations figurent en principe sur la liste électorale. L'objectif étant, comme je l'indiquais, de pouvoir individualiser chaque électeur et de savoir qui est bien inscrit sur la liste électorale et donc qui vote. Cela est important car plus on est précis dans l'individualisation de l'électeur, et plus on évite la fraude. Malheureusement, notre analyse a permis de mettre en évidence que plus de 2 millions d'électeurs, et plus précisément 2 94 759 électeurs, ont pu s'inscrire sur la liste électorale en prétendant ignorer l'identité de leurs parents. Alors cela appelle une remarque. Comment un individu supposé être sain de corps et d'esprit, et qui est appelé à désigner, en plus par le vote, de voter les personnalités les plus importantes d'une nation, peut-il ignorer des éléments essentiels de sa vie, à savoir l'identité de ses parents? Pour illustrer cette situation, c'est comme si tous les habitants de Yopougon disaient qu'ils ne savent pas qui était leur papa et qui est leur maman, qu'ils ignorent absolument tout, jusqu'au nom de leur papa et de leur maman. Est-ce que vraiment ça, c'est crédible? Est-ce que vraiment ici, en Côte d'Ivoire, plus de 2 millions de personnes peuvent prétendre ignorer l'identité et ou le lieu de naissance de leurs parents? Est-ce que ici, en Côte d'Ivoire, plus de 2 millions de personnes peuvent dire « Ah, vraiment, elles ne savent pas qui sont leurs parents, elles n'ont pas les noms, pas les prénoms, elles ne savent même pas d'où leurs parents viennent ». Est-ce que c'est crédible? C'est pourtant ce que la CEI tente de nous faire croire avec cette liste électorale. Elles ne sont pas choquées à l'idée de présenter une liste électorale dans laquelle la filiation de plus de 2 millions de personnes est inconnue.
ça représente quand même le quart de l'électorat ivoirien. Ce n'est pas rien. Comment on peut prétendre qu'une telle irrégularité qui affecte nécessairement la sincérité du scrutin n'a pas d'importance? Ou même essayer de faire croire que ces irrégularités n'affecteraient pas la sincérité du scrutin. Ça c'est encore plus aberrant. Comment la CEI peut même présenter une liste qui viole l'article 7 du Code électoral et ne pas s'en émouvoir? Alors j'entends déjà l'argument de la CEI, d'ailleurs c'est le seul argument qu'elle récite en boucle, et qui consiste tout simplement, le plus naturellement du monde, à se défausser sur les électeurs et les partis politiques, en disant qu'il y a la période du contentieux durant laquelle on peut dénoncer toutes ces irrégularités. Donc en gros, l'attitude de la CEI, ce n'est jamais de sa faute, elle a tout fait tout bien, et puis s'il y a des choses qui ne vont pas, c'est de la responsabilité des partis politiques et des électeurs de faire le contentieux et donc de faire rectifier ces erreurs ou omissions. Il faut aussi rappeler quand même que ces irrégularités ne datent pas d'hier. Certaines d'entre elles, ça fait des années qu'elles sont présentes sur cette liste électorale. Cela est d'autant plus, ça nous interpelle d'autant plus que cette liste est supposée être actualisée chaque année. Mais si je comprends bien la logique de la CEI, ce qu'elle n'a pas pu faire durant des années, avec un budget annuel de 57 milliards de francs CFA, elle veut que nous, les citoyens, qu'on le fasse en 10 jours et sans aucun moyen. Ce qu'elle n'a pas pu faire, je répète, pendant des années, avec un budget annuel de 57 milliards, elle demande à l'électeur, dans le cadre du contentieux, de le faire en 10 jours. Ce n'est pas crédible. Et puis tous ceux qui ont tenté de faire une réclamation ont bien dû constater que c'était vraiment le parcours du combattant. C'était extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que premièrement, ce n'est pas tous les centres de la CEI qui reçoivent les réclamations. On va vous expliquer que non, il faut aller dans tel centre, c'est lui qui va s'occuper de la réclamation, mais que eux n'en font pas. Enfin bref, vous êtes déjà confronté à cette difficulté pratique de déterminer quel est le centre qui va pouvoir accueillir votre réclamation. Deuxièmement, ils ne sont ouverts que de 8h à 15h. Et troisièmement, vous ne pouvez pas télécharger le formulaire. Il faut vous rendre sur place pour qu'on vous remette le formulaire, pour que vous le remplissiez sur place, et que vous le remettez à l'agent de la CEI. Finalement, je pense que pour faciliter les choses, qui sont déjà assez compliquées, on n'aurait pas pu faire pire comme système, en toute honnêteté. Quand on connaît les problèmes de transport en Côte d'Ivoire, quand on voit le temps nécessaire pour déceler la plupart de ces irrégularités, quand on voit en plus le peu de temps, finalement, qui est accordé aux citoyens pour faire sa réclamation, tout cela démontre à suffisance que tout est mis en œuvre pour décourager qui que ce soit à faire une réclamation. Et en tout état de cause, pour les plus téméraires, ceux qui sont vraiment déterminés à faire ces réclamations, comment matériellement on peut faire 2 millions de recours en 10 jours? Comment? Et quand je dis 10 jours, ce n'est même pas toute la journée, parce que comme je vous l'expliquais, ces recours sont ouverts de 8h à 15h sur 10 jours. Donc ils sont ouverts à peu près 7 heures par jour sur 10 jours. Donc quand on vous dit 10 jours, c'est pas 24 heures sur 24. C'est en réalité sur l'espace de 10 jours, si on additionne le temps écoulé, ça fait 70 heures sur 10 jours. Donc en gros, en temps plein, on a 3 jours, un peu moins de 3 jours pour faire plus de 2 millions de réclamations. Des réclamations individuelles. C'est tout simplement impossible. C'est impossible. Même en étendant le délai de recours à 15 jours, cela demeure impossible de nettoyer la liste en un laps de temps aussi court. Ce n'est pas possible. Et surtout,
il ne revient pas aux citoyens de faire le travail de la CEI à sa place. Certes, c'est vrai que l'électeur dispose du droit de faire une réclamation. Mais premièrement, les agents de la CEI disposent du même droit. C'est l'article 12. Ils disposent du même droit que l'électeur. Et en tout état de cause, ça ne dispense pas la CEI de devoir faire son travail d'établissement d'une liste conforme aux dispositions non seulement du code électoral, mais également conforme au corps électoral. La seule présence de ces 2 millions d'électeurs de façon irrégulière sur la liste électorale est de nature à disqualifier totalement la CEI. Cependant, les irrégularités figurant sur la liste électorale ne s'arrêtent pas là. Ah ben non, il y en a bien d'autres. Nous avons pu également constater à l'analyse de cette liste des filiations peu probables. Nous avons par exemple Madame Kwasi Aya qui, selon la CEI, aurait mis au monde 544 électeurs. Ou encore Madame Kone Mariam, qui aurait mis au monde 531 électeurs. Rien que ça. Il y a aussi Monsieur Kwasi Kwadju, qui aurait mis au monde, lui, 534 électeurs. Monsieur Kone Mamadou, lui, il est plus raisonnable. Il s'est contenté de mettre au monde 449 électeurs. Voilà. La liste électorale présentée par la CEI nous présente également des couples très féconds. Là, je vous ai pris des personnes prises individuellement, mais on a également des couples qui ont été vraiment très féconds. C'est ainsi que Monsieur et Madame Ouattara ont mis au monde 256 électeurs. Bref, nous pourrions continuer d'énumérer pendant des heures les incongruités de ce genre qui figurent sur la liste électorale, car ce sont des centaines de couples qui auraient mis au monde, selon la CEI, des dizaines, des centaines, voire même des milliers d'électeurs. C'est tout simplement impossible. Nous avons également pu relever sur la liste électorale la présence de ce que nous avons qualifié de doublons. Il s'agit en réalité de l'état civil d'un même électeur que l'on retrouve inscrit dans différents bureaux de vote. Mais à l'examen de la photo, on s'aperçoit que si l'identité à l'état civil est la même, ce n'est physiquement pas la même personne. Ils sont des milliers. On les avait comptabilisés à hauteur de 6000 électeurs, mais il semblerait qu'ils soient encore plus nombreux. On fera des précisions par la suite à ce sujet. La CEI n'a pas contesté cela, mais elle a expliqué, selon elle, qu'il ne s'agissait pas de doublons, mais plutôt d'individus qui emprunteraient en fait les documents d'état civil d'un électeur pour aller s'inscrire sur la liste électorale. Bon. En gros, non sans rire, la CEI nous explique que cela n'est pas très grave, car le système de la biométrie, car avec le système de la biométrie, ces personnes ne pourraient voter qu'une seule fois. Donc c'est vrai qu'elles prennent l'identité de tel ou tel électeur, mais que, selon la CEI, mais elle le dit le plus sérieusement du monde, ce n'est pas bien grave, parce qu'avec ce fabuleux système de la biométrie, de toute manière, elles ne pourront voter qu'une seule fois. Alors la CEI, c'est quand même un peu embêtant qu'elle ne s'offusque même pas de ce que ces personnes, finalement, qu'est-ce qu'elles font? Elles usurpent l'identité d'un électeur. C'est de l'usurpation d'identité. Donc, la CEI nous explique que des individus commettent le délit d'usurpation d'identité, délit qui est quand même puni d'une peine d'emprisonnement qui peut aller jusqu'à 3 ans, mais elle s'en offusque pas. Ce n'est pas un problème que ces personnes puissent voter avec une identité usurpée. Ce n'est pas un problème pour la CEI. Mais comment l'organe en charge des élections peut même tenter de banaliser le délit d'usurpation d'identité sans s'en émouvoir?
C'est un délit, c'est interdit par la loi. Ces personnes n'ont rien à faire sur la liste électorale. Et que la CEI tienne de tels propos face à ce qui est un délit traduit soit de la complaisance, soit un laxisme, ou encore une incompétence criarde d'un organe qui doit pourtant nous garantir la tenue d'élections transparentes. Cela est d'autant plus scandaleux que la CEI avait dit le 23 mai 2023, lors de sa cérémonie de remise de la liste électorale au parti, elle avait dit avoir saisi le procureur de la République pour dénoncer des personnes qui avaient utilisé une même attestation de résidence pour obtenir le changement de lieu de vote. Là, elle se scandalise, elle saisit le procureur. Mais par contre, les personnes qui usurpent l'identité d'électeurs pour aller voter de façon frauduleuse, alors là, la CEI, non, elle ne saisit pas le procureur de la République. Circuler, il n'y a rien à voir, c'est pas un problème pour la CEI. Elle n'est même pas gênée à l'idée que ces personnes puissent voter. La CEI tente encore de minorer l'impact de ces électeurs frauduleux en expliquant que finalement, ils ne représenteraient qu'un très faible pourcentage qui avoisinerait le 1% de l'électorat national. Et donc, ça ne serait pas bien grave. Toujours l'idée de ce ne serait pas bien grave. Allez donc expliquer ça à un candidat qui se verra voler sa victoire à quelques voix près. Allez aussi expliquer ça aux électeurs qui verront leur candidat perdre l'élection à quelques voix près du seul fait de ces usurpations d'identité qui auront donné une victoire illégitime à un autre. On parle d'élections locales. On parle d'élections où la victoire peut se jouer à quelques voix près. Comment la CEI peut même laisser en toute connaissance de cause ces cas d'usurpation d'identité sur la liste? Quelle est cette lecture à géométrie variable du code électoral, à qui l'on fait dire d'ailleurs ce qu'il ne dit pas, et que la CEI écarte quand cela doit arranger un camp? Parce que finalement, c'est ce qu'on constate. L'analyse de la liste électorale ne fait malheureusement que décrédibiliser la CEI, qui n'a manifestement pas sérieusement travaillé, alors qu'elle dispose d'un budget conséquent de plus de 57 milliards de francs CFA, dont 12 milliards sont alloués pour la seule révision de la liste électorale. Ces 57 milliards ne peuvent pas servir à écrire que 2 malheureuses lettres au ministère de la Justice et au ministère de l'Intérieur, voyons. Ça fait cher la lettre. 6 milliards la lettre? 6 milliards la lettre? Et puis le travail de la CEI en serait terminé? On n'octroie pas 57 milliards de l'argent du contribuable ivoirien à la CEI pour s'entendre dire qu'elle a écrit 2 lettres et que c'est aux électeurs de venir faire le contentieux pour nettoyer la liste électorale. Ce n'est pas sérieux. C'est même insultant à l'égard de l'ensemble de nos compatriotes. À quoi servent donc ces 57 milliards s'ils ne sont pas utilisés pour présenter une liste électorale digne de ce nom? Ce n'est pas sérieux. Et ce n'est pas responsable de la part de la CEI. Nous le disons et nous le répétons. Pour avoir des élections dignes de ce nom, la CEI doit respecter ses propres textes. Elle ne peut pas afficher une liste qui ne remplit pas les conditions de l'article 7 du Code électoral et penser que nous devons nous en satisfaire. Cela n'est pas sérieux. Et la CEI doit cesser de tenter de justifier l'injustifiable. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas responsable. Et surtout, il est trop facile de camoufler sa propre turpitude en montrant du doigt les politiques qui, eux, n'ont pourtant pas à établir la liste électorale. Ce n'est pas leur rôle, c'est le rôle de la CEI. À cet égard, il ne faut pas dire n'importe quoi. Ce n'est pas le fait d'informer nos concitoyens qui pourrait mettre le feu au pays. Ce qui a toujours occasionné des crises pré- ou post-électorales, c'est le mépris du choix des électeurs, en banalisant la fraude ou en voulant l'imposer. Ce qui cause souvent des crises politiques dans un pays, c'est souvent le non-respect des textes que l'on pense pouvoir imposer par la force ou la peur.
La CEI ne peut pas laisser 2 millions de personnes inscrites qui ne remplissent pas les conditions du code électoral et penser que cela n'est pas confligène. Elle ne peut pas violer ses propres textes et penser que cela n'est pas confligène. Elle ne peut pas non plus donner l'impression de servir et d'être aux ordres d'un camp et penser que cela n'est pas confligène. La CEI doit cesser de répandre de l'essence dans le pays par sa complaisance manifeste face aux fraudes et irrégularités qui touchent près de 25% de l'électorat national. La présentation d'une liste électorale propre n'est pas une option, mais une obligation qui lui est faite. Il est important de le rappeler. Nous souhaitons encore une fois rappeler que notre travail est loin d'être terminé. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette liste électorale, que nous vous révélerons une fois l'analyse terminée et de façon progressive. Il était important pour nous de faire ce point car SAFE s'est engagé à surveiller, détecter et dénoncer la fraude où qu'elle se trouve. Il est important que l'ensemble de nos concitoyens soient informés et demeurent vigilants. Enfin, et pour terminer, en plus des sentinelles, nous tenons à remercier l'ensemble de nos concitoyens qui continuent de se mobiliser dans le travail d'analyse de la liste électorale. C'est grâce aux alertes transmises par nos concitoyens qui attirent notre attention sur des irrégularités ou fraudes que nous avons aussi été en mesure d'approfondir ce travail. Vous trouverez des exemples des usurpations d'identité ou encore des personnes inscrites et qui prétendent ignorer l'identité de leurs parents sur notre page Facebook et sur notre site internet. Toutes les informations vous seront données. Le travail se poursuit donc. Nous faisons que commencer, comme je l'ai indiqué, et nous vous rendrons compte régulièrement avec des documents objectifs que chacun d'entre vous pourra voir et analyser afin de se faire sa propre opinion. À très bientôt. Je vous remercie.